Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à la MACVAC, la maison du combattant de la vie associative du 19e arrondissement. Je m'appelle Olivier Nassau, je suis directeur du développement de la vie associative et citoyenne au sein de cet arrondissement. Est-ce que vous pouvez... Laisse-le. Ça évite d'entendre les disputes. Donc, nous sommes réunis ce soir dans la joie et la bonne humeur à l'occasion du mois parisien du handicap. Donc ce soir, c'est à l'occasion d'une visioconférence intitulée « Aider les aidants » qui est organisée en partenariat avec l'association Handaptitude, dont je remercie la présence de ces deux membres qui vont se présenter tout à l'heure et vous présenter le déroulé de l'événement. Événement qui est organisé sous la présidence de Madame Cécile Bossavi, conseillère déléguée d'arrondissement du 19e, en charge de l'accessibilité et du handicap, qui va prendre la parole dans quelques instants pour un mot d'accueil de cet événement. Donc cet événement, cette visioconférence « Aider les aidants » a pour objectif de sensibiliser à la question des aidants. Qui sont-ils? Quels sont les risques auxquels ils sont exposés? Quels sont leurs besoins? Ou les orienter en fonction de leurs besoins? Donc c'est un événement auquel vous allez pouvoir assister. N'hésitez pas, suite à l'intervention des différentes personnes, vous aurez la possibilité d'activer vos micros et de pouvoir vous exprimer. Nous vous entendons parfaitement. L'événement est organisé dans le respect des conditions sanitaires avec la distanciation sociale, le port du masque. N'hésitez pas, suite aux prises de parole, à vous exprimer par le chat aussi, par écrit, vous en avez la possibilité, ou en désactivant vos micros. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Bossavi. Merci. Ici présente. Merci, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle conférence dans le cadre du mois parisien du handicap, comme vient de vous l'indiquer Olivier Nassau. Je me permets en introduction d'excuser l'absence de François Dagneau, maire du 19e, qui préside le conseil d'arrondissement ce soir, et je devrais moi-même vous quitter dans quelques instants, hélas, pour rejoindre ce conseil d'arrondissement. Malgré tout, cette séance est enregistrée, elle sera bientôt rediffusée, donc je n'hésiterai pas d'une part à l'écouter et vous serez invité vous-même à la diffuser dans vos réseaux, dans votre entourage, pour partager le contenu de ce qui va nous être présenté ce soir. Cette conférence s'inscrit dans un cycle, donc le mois parisien du handicap, qui en est à sa 12e édition. 12e édition d'un mois particulier qui permet de sensibiliser à la question des personnes en situation de handicap, de sensibiliser à leur importance, à leur vrai rôle de citoyen dans la cité, en présentant les talents dont ils sont capables, les compétences dont ils sont capables, mais aussi en interrogeant quels sont les bons accompagnements, quels sont les bons moyens de faire de l'accessibilité une réalité. L'accessibilité qui n'est pas qu'une question d'aménagement de l'espace public ou d'aménagement des équipements publics, l'accessibilité universelle qui doit s'intéresser à tous les types de handicaps, les handicaps moteurs bien sûr, les handicaps sensoriels, les handicaps cognitifs et aussi les handicaps psychiques. C'est donc l'ensemble des politiques publiques, de l'accès au sport, à la culture, de l'accès à la citoyenneté qui sont nos missions aujourd'hui. L'accessibilité universelle est une nouvelle délégation, à la fois à la mairie du 19e et pour la ville de Paris. Jacques Galvani, l'adjoint d'Anne Hidalgo, est le premier à porter cette délégation avec une ambition. Faire de Paris la capitale de l'accessibilité universelle. Travailler à une meilleure communication de l'ensemble des informations pour tous et pour toutes. Permettre à l'ensemble de nos concitoyens d'avoir accès à tous leurs droits, à la culture, au sport, aux loisirs et à la vie citoyenne festive et locale dans leur quartier. C'est un grand chantier qui est devant nous, puisque hélas encore aujourd'hui, dans de nombreuses circonstances,
être en situation de handicap est d'abord la première cause de discrimination en France, mais c'est aussi une cause d'exclusion régulière du fait du non-aménagement d'un certain nombre encore trop nombreux d'équipements ou de loisirs. Donc, nous avons beaucoup de travail et nous avons la chance dans l'arrondissement d'avoir un réseau d'acteurs et de partenaires particulièrement mobilisés sur ces questions qui se réunissent dans une instance participative, le Conseil local du handicap. Vous apercevez derrière moi le kakémono qui le représente. Cette instance est bien sûr ouverte à tous et toutes dans le 19e. Elle regroupe à la fois des associations, des structures qui accompagnent des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de handicap, mais aussi des aidants de personnes en situation de handicap. C'est l'ensemble de ces acteurs qui nous ont permis de proposer cette année une programmation particulièrement riche qui s'est attachée à évoquer le champ de tous les handicaps et toutes les questions qui sont les questions importantes qui ont émergé dans le cadre de ce conseil local. Ainsi, une première conférence nous a permis d'évoquer la vie sexuelle et affective des personnes en situation de handicap dans des foyers d'hébergement. Une soirée passionnante. Nous avons abordé le handicap, l'autisme sous diverses formes. D'une part, sous l'angle de l'accompagnement, l'inclusion et l'aide à l'autonomie, et d'autre part, avec le regard décalé d'un artiste, comédien, écrivain, papa d'un jeune homme autiste, citoyen du 19e arrondissement, qui nous a aussi permis de prendre du recul, de rire et d'être ému par les situations cocasses qu'il traverse au quotidien. Ce cycle de conférences se clôturera la semaine prochaine par une soirée le mardi 6 juillet qui nous permettra de retrouver les résidents du foyer Cap de Vent qui nous proposeront une chorégraphie, un moment de mixité entre une danseuse valide et un danseur en situation de handicap en fauteuil, et puis des échanges autour de ces moments qui sont nécessaires puisqu'on ne vit pas seulement au travers son handicap, on vit avec son handicap et avec son handicap dans toutes les dimensions de ce qui fait la vie, à savoir aimer, se rencontrer, danser, fêter, partager. Voilà, ce soir, nous allons nous intéresser à un sujet très particulier qui nous tient à cœur, qui est un sujet à la fois avec de nombreuses, vous le disiez, de nombreuses publications, de nombreux webinaires en ce moment, mais un public que l'on ignore encore beaucoup. Les aidants qui sont ces enfants, parents, conjoints d'une personne en situation de handicap et qui de fait retrouvent le handicap au centre de leur vie et partagent le défaut d'accessibilité que peuvent connaître les personnes en situation de handicap avec eux. Ils partagent aussi la difficulté de devoir se reconnaître en tant qu'aidant, d'avoir ce long parcours pour accepter le rôle qui est devenu le leur suite à un accident de la vie ou voilà, un événement qui fait que le handicap surgit. Donc aujourd'hui, on va pouvoir entendre l'association Handaptitude qui va nous présenter justement le profil de ces aidants, quels sont leurs besoins, comment on peut mieux répondre et mieux les accompagner pour qu'ils puissent eux aussi pleinement profiter de la vie qui est à la leur avec le handicap et non pas malgré le handicap. Je vous remercie, mesdames, je suis sûre que le moment va être très riche. Je vous laisse avec notre public. N'hésitez pas à interagir et à envoyer vos questions sur le chat ou à allumer vos micros en fin de séance pour pouvoir échanger avec les personnes qui sont là. Nous sommes à votre disposition. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre pour d'autres conférences ou à nous contacter pour pouvoir rejoindre le Conseil local du handicap si vous le souhaitez. Je vous remercie. À très bientôt. Merci Madame Dossalgi pour cette introduction. Donc, je me présente, je suis Fabienne Schlatter, donc la présidente d'Handaptitude.
Et donc, voilà, je vais introduire le webinaire qui va être animé par Sylvie Sala. Vous allez voir que c'est un sujet qui la passionne. Et donc, juste un petit mot sur notre association Adaptitude, qui est une association qui porte la question du handicap avec une devise, c'est comprendre le handicap autrement. Et donc, faire tomber peut-être les représentations et pouvoir effectivement répondre à toutes les questions qui touchent au handicap. Et donc, la question des proches aidants fait partie des problématiques handicap. Voilà. Au cours de ce webinaire, nous vous proposons de pouvoir poser des questions via le chat. Et je me permettrai, Sylvie, d'interrompre ton propos pour éventuellement saisir à la volée certaines questions qui pourraient être pertinentes au cours du webinaire. Et sinon, on aura un temps d'échange ensuite d'une demi-heure à la fin du webinaire. Voilà. Merci. À toi, Sylvie. Merci. Bien. Alors, donc, aider les aidants, c'est donc un très vaste sujet dans lequel je vais essayer, tant que faire se peut, de frayer un chemin qui va nous permettre de comprendre qui sont les aidants. Déjà, l'emploi de ce terme, le mot aidant est peut-être un mot assez récent dans nos vocabulaires, donc on essaiera d'examiner un petit peu historiquement ce qui a pu se passer. Quelques chiffres aussi qui nous permettront de comprendre l'ampleur de ce sujet. Mais aussi, bien sûr, on abordera ce que les aidants peuvent dire de leur situation. Et puis, et là, je me montre un petit peu provocatrice aussi, tout ce que nous savons d'eux, indépendamment de ce qu'eux peuvent en dire. Donc, un petit peu, je dirais, à leur insu. Mais je n'aborderai pas au niveau des aides un listing beaucoup trop exhaustif, qui serait parfaitement inutile et beaucoup trop lourd. J'aborderai plutôt les aides qui vont permettre aux aidants de faciliter le parcours qu'ils se sont choisis, qu'ils ont choisi avec la personne aidée, celui dans lequel ils sont engagés, et donc les aides qui vont leur permettre de répondre à ce projet très personnel, très singulier. Donc, la question des aidants, dans la première moitié du XXe siècle, les aidants ne s'appelaient pas les aidants, ils existaient. Ils étaient auprès des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, dépendantes, mais on ne les nommait pas. C'était un soutien essentiellement familial, très important, qu'il soit sur le plan affectif, qu'il soit sur le plan financier et qu'il soit aussi sur le plan des tâches qu'on pouvait accomplir pour les personnes dépendantes, ménage, repas, services. Il était assez invisible, non nommé, pour deux raisons. Parce que, effectivement, les aides qui étaient apportées appartenaient au domaine privé et par le fait que souvent ces aides, je dirais souvent majoritairement, très majoritairement, et elles étaient apportées par des femmes. Alors, loin de moi l'idée de défendre l'idée que ce sont les femmes qui doivent apporter de l'aide, mais c'est vrai que pendant très longtemps, la représentation, l'assignation des femmes a été d'intervenir sur les tâches ménagères dans la sphère privée. Ce qui explique que cette aide importante est restée longtemps non nommée et invisible. Et puis, au tournant des années 70, l'aide familiale va être reconnue comme un facteur de maintien à domicile. Effectivement, c'est à cette période où on va commencer à travailler sur le concept de désinstitutionnalisation. Et donc, on va sortir les personnes âgées, dépendantes, on va sortir les personnes handicapées d'institutions pour permettre le maintien à domicile. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, les travaux vont montrer que les familles sont de plus en plus sollicitées de manière très, très différenciée, tant sur le plan des politiques familiales que des politiques médicales. Et donc, on va voir l'importance que les familles vont avoir dans ce maintien à domicile qui va devenir une norme. Donc, à partir de 70, les associations aussi de personnes aidantes vont avoir un rôle déterminant pour sortir de leur isolement les familles
Et donc l'aide familiale va être finalement reconnue comme un facteur d'efficacité des politiques de maintien à domicile, de traitement ambulatoire et d'insertion sociale. C'est par ce cheminement qu'on verra que les termes d'aidant naturel, d'invisible, enfin d'aidant naturel, en fait on partira de, excusez-moi, de l'invisible non nommé, donc une espèce d'aide un petit peu souterraine. On arrivera donc au terme d'aidant naturel, puisqu'on va se situer dans la sphère privée, et que ça va être naturel d'apporter cette aide. Et puis on passera au terme d'aidant familial, puisque c'est effectivement au sein de la famille que l'on va apporter cette aide. Et rapidement, on arrivera actuellement au terme de proche aidant, puisqu'on a effectivement une évolution de la structure familiale, d'une façon dont l'aide peut être apportée. Et donc, proche aidant va correspondre aussi à la mise en place d'une évolution sociale, juridique, politique, liée à des valeurs morales, à la culture et à la religion. Donc, on va vraiment avoir une évolution autour de ce terme. Et c'est un terme qu'on commence à utiliser puisqu'on s'aperçoit que l'aide dépasse et déborde la famille, même si, on verra au niveau des chiffres, elle reste encore beaucoup située dans la sphère familiale. Pourtant, on peut considérer qu'en 2016, selon les études qui ont été faites, 50% de la population ne sait toujours pas ce que c'est qu'un aidant. Donc, on est vraiment avec une terminologie qui est tout à fait récente. Alors, si on aborde donc cette question des chiffres pour définir un petit peu l'ampleur du sujet, on peut considérer qu'actuellement, il y a 11 millions d'aidants en France, c'est-à-dire un Français sur 6. On considère aussi, selon un certain nombre d'études et de sondages, que 83% de ces aidants aident un membre de leur famille proche et 44% aident un de leurs parents. Par contre, on commence à étudier une nouvelle population d'aidants, c'est la population des 18-24 ans qui aident majoritairement leurs grands-parents. Donc, on voit une évolution aussi dans le profil de l'aidant. Nous allons le définir un petit peu plus tard. Mais donc, ces 44% qui aident leurs parents, je dirais, comprennent cette population de jeunes aidants qui présente un profil tout à fait particulier. Si on décide de continuer en direction des chiffres, sans trop vous assommer tout de même, on va donc considérer que si on fait le portrait robot de l'aidant, l'aidant a environ 49 ans. 60% sont encore des femmes. On considère que plus de la moitié, donc on est encore dans une assignation. On va reprendre ce terme, on va voir à quel point ça va être important dans la vie de l'aidant, cette question de l'assignation. Donc 60% de femmes, de plus en plus d'hommes donc accompagnent, mais les femmes sont encore majoritaires. 61% d'entre eux travaillent, et dans ces 61%, 53% sont salariés. Donc on imagine bien que l'aide apportée va aussi rentrer en tension avec la vie professionnelle de l'aidant. Sylvie, nous avons une question. Faut-il que la personne aidée soit en situation de handicap pour se considérer finalement comme étant un aidant? Non, l'aide, elle est déterminée surtout par la perte d'autonomie. C'est-à-dire qu'on peut être aidant d'un très jeune adulte, on peut être aidant d'un enfant, bien qu'à ce moment-là, le terme se confonde un petit peu avec la situation parentale, donc il y a vraiment une particularité fine à distinguer, mais on est aidant, en fait, à partir du moment où on va voir, on rentre dans un parcours où on apporte de l'aide à une personne qui est en perte d'autonomie, que ce soit donc lié à la maladie, lié au handicap ou lié à une dépendance créée par le vieillissement ou des pathologies spécifiques de la personne âgée. Alors, si on décide de poursuivre le portrait de l'aidant, on va s'interroger aussi sur les motivations qui portent ces aidants pour apporter cette aide à la personne dépendante. Et on va voir apparaître un paradoxe. Alors, au niveau des motivations, on peut considérer que 48% des aidants qui sont interrogés
citent le sens du devoir. 55% d'entre eux citent les valeurs morales. Vous voyez apparaître un petit peu cette relation avec l'assignation et le regard social. Et bien évidemment, 75% citent les liens affectifs. On va revenir sur cette base, je dirais, qui va constituer le terreau de la relation d'aide un petit peu plus tard. Au niveau du paradoxe, c'est qu'on considère donc qu'il y a 11 millions d'aidants en France et 54% d'entre eux ne se reconnaissent pas comme étant des aidants. Si on leur demande « êtes-vous aidant ?», ils ne le sont pas. Ils aident quelqu'un, mais ils ne se considèrent pas comme aidants. Ils ne sont pas encore rentrés dans ce statut qui va leur permettre de définir leur action particulière et leur positionnement particulier par rapport à la personne aidée. Et nous allons développer plusieurs aspects de la relation d'aide qui nous permettra de comprendre pourquoi ces aidants ne se reconnaissent pas comme tels. Si on décide de se pencher un petit peu sur les représentations qui circulent dans la société à propos de l'aidant, on peut réaliser des micro-trottoirs. Certains ont été réalisés par l'Association française des aidants. Diverses études aussi sont penchées sur ce problème et montrent en fait une représentation très doloriste et très empathique de l'aidant. On cite l'épuisement, le dévouement, le devoir, l'oubli de soi, la patience. Enfin, on est sur un vocabulaire extrêmement reconnaissant et qui définit en fait un espèce de profil de l'aidant tourné vers l'aider avec une espèce d'assertion, enfin de 3 assertions, je dirais. L'aidant pense ou sait que l'aidé est incapable d'accomplir des tâches. L'aidant pense ou sait que l'aidé souffre. L'aidant doit assister l'aidé. Donc ça, ce sont bien sûr pas de la réalité, mais ce sont des représentations qui vont fonctionner au sein de la société et qui vont porter un regard particulier sur l'aidant et sur la relation d'aide. Si on interroge les aidants sur leur situation, alors eux parlent bien sûr de la relation, du don de soi, etc., mais ils parlent aussi des impacts sur leur vie quotidienne. 47% d'entre eux citent un impact financier. Un impact financier parce qu'il y a des aides à mettre en place, il y a du matériel à acquérir, et puis pour certains d'entre eux, il y a des revenus moindres parce que, on va le voir, la relation d'aide est un parcours, elle se définit de façon assez évolutive, et donc certains d'entre eux sont obligés de réduire leur temps de travail, voire même d'abandonner complètement leur vie professionnelle, ce qui a bien sûr un impact financier pour eux. 45% d'entre eux citent aussi un impact sur leur vie sociale et familiale. L'aide prend du temps de déplacement, du temps auprès de la personne, des démarches. Donc, c'est du temps qui est pris sur les capacités que la personne aidante va avoir, ce qui va être encore disponible pour elle pour participer à des activités sociales, des activités de loisirs, des rencontres familiales. Quelquefois, ça va mettre la personne aidante, effectivement, en tension. Je dois prendre du temps pour passer chez mes parents et mes enfants m'attendent à la maison. Donc, ça va être un moment aussi de tension importante. Nous allons voir les conséquences que ça peut avoir. Pour 46% d'entre eux, ils citent un impact professionnel. Effectivement, aider une personne en perte d'autonomie prend du temps qui est quelquefois, enfin l'aide fait, la situation d'aide, je veux dire, fait un peu irruption quelquefois de façon brutale dans la vie professionnelle de l'aidant. Ma mère a eu un malaise ou elle est sortie, elle ne rentre pas à la maison, il faut que je me déplace, l'aide à domicile vient de me téléphoner, donc il faut que je quitte mon travail, ou alors je dois l'accompagner dans des démarches administratives ou en direction de consultation médicale, donc je vais devoir poser des RTT, je vais devoir alléger ma journée de travail. Et ceci a un impact bien évidemment sur
le travail, enfin les revenus, par exemple, de la personne aidante, comme je l'ai déjà dit, mais ça va aussi avoir un impact, bien évidemment, sur les relations de travail. Comment les collègues vont vivre cette situation, et puis comment la hiérarchie aussi de la personne aidante va réagir à des absences perlées, plus ou moins régulières et plus ou moins brutales. Donc, on voit qu'on a quand même un impact extrêmement important dans la vie personnelle de l'aidant, ce qui constitue, enfin, les trois grands axes qui constituent vraiment je dirais le socle de la vie de l'aidant. Mais les personnes aidantes signalent aussi un certain nombre d'autres éléments. 8 personnes sur 10 ont le sentiment de ne pas recevoir suffisamment d'aide. Pourtant, on constate que les aides existent en grand nombre. C'est une véritable jungle. Et pourtant, 8 aidants sur 10 considèrent ne pas pouvoir s'en saisir au moment où ils ont besoin. 53% vont ressentir un impact important sur leur santé. C'est aussi là-dessus que je vais continuer, parce que pour moi, ça va être effectivement un axe extrêmement important pour aider l'aidant à se rendre compte, je dirais, à prendre conscience de son statut d'aidant et de ses limites et des contours de l'aide qu'il apporte. Mais je n'anticipe pas, je vous donne d'abord quelques chiffres sur la question de la santé des aidants. Si on interroge donc les aidants sur leur santé, on s'aperçoit que plus de la moitié d'entre eux rencontrent des problèmes divers, des problèmes de santé, des problèmes de sommeil, des douleurs. C'est pas simple d'aider une personne dans la vie quotidienne. Ça peut impliquer le port de charge, aider une personne à faire sa toilette, l'aider à sortir du lit, à se mettre dans un fauteuil, à se déplacer, il y a des problèmes de chute, etc. Donc, on peut effectivement avoir des douleurs qui sont liées à la prise en charge de la personne en elle-même. Et puis des douleurs aussi qui sont liées à la façon dont l'aidant vit la situation et dont il voit aussi comment cette relation d'aide va grignoter peu à peu aussi sa vie de loisir, par exemple. 70% des aidants considèrent qu'ils ont beaucoup moins de loisirs voire plus du tout, depuis qu'ils sont engagés dans cette relation d'aide. Excuse-nous, Sylvie, il y a une personne qui demande à mettre la présentation en mode diaporama, mais il me semble qu'elle est déjà en diaporama là. Donc, j'espère que tout le monde voit bien la présentation correctement. Bon. On va continuer. Oui. Et puis, ouais. Alors, on va peut-être passer à la diapositive. Donc, voilà. Sur les problèmes de santé pour qu'on se rende compte effectivement de l'impact santé qui est ressenti par les aidants. 25% d'entre eux considèrent qu'ils étaient malades auparavant, quelquefois 49%, excusez-moi. L'âge moyen de l'aidant étant de 49 ans, il y a effectivement des personnes plus âgées qui pouvaient avoir des pathologies diverses, même plus jeunes d'ailleurs. La pathologie n'atteint pas que les personnes passées un certain âge. Donc 25% d'entre eux citent la nécessité de prendre plus de médicaments depuis qu'ils sont effectivement engagés dans cette relation d'aide. Donc, et puis l'impact des loisirs aussi a un impact extrêmement important sur la santé. Les loisirs, c'est le moment effectivement où on se ressource, où on peut respirer un petit peu, aller vers des activités plus tournées vers des activités culturelles, sportives, enfin des moments où on souffle un petit peu par rapport à sa vie, et c'est effectivement un facteur de santé. On se souvient de la définition de l'OMS qui dit que être en bonne santé, ce n'est pas être exempt de maladie, c'est se sentir bien dans sa vie. Et effectivement, quand on a moins de loisirs, on se sent moins bien, et donc à partir de là, l'impact santé se fait ressentir. Mais on développera aussi un petit peu plus cet élément-là. Alors, la santé des aidants, c'est un sujet qui va préoccuper toute la société. On voit que l'aidant est en risque santé. Donc, les pathologies de l'aidant peuvent surgir, elles peuvent s'aggraver,
Et donc, il va y avoir effectivement un impact important au niveau du coût de la santé aussi. C'est pour ça que la santé publique s'intéresse à la situation, au statut des aidants, s'intéresse à leur état de santé, s'intéresse aux dispositifs d'aide qui vont leur permettre de traverser cette période sans que leur santé en pâtisse de trop. D'autre part, si on devait rémunérer au SMIC chaque heure d'aide pour les plus de 60 ans, ça représenterait environ 8,4 milliards d'euros. Donc, on imagine le volume que ça représente. On estime aussi que d'ici à 2035, 35% de la population française aura plus de 60 ans. Et selon une étude INSEE, le nombre de seniors en perte d'autonomie est environ de 2 500 000 actuellement, et en 2020, on atteindra les 4 millions. Vous voyez aussi qu'avec ces chiffres, on atteint effectivement, enfin on rejoint la question qui a été posée dans le chat, c'est-à-dire que là, on a des chiffres qui positionnent la santé de l'aidant autour des seniors, quand l'aide est apportée aux seniors. Mais bien évidemment, l'aide n'est pas exclusivement apportée aux seniors. L'aide, elle est apportée aussi aux personnes en situation de handicap. Et pour l'instant, on constate qu'effectivement, la question de l'aidant est représentée aussi par la situation d'aide au niveau des personnes des personnes âgées, plutôt que des personnes en situation de handicap. On n'a pas de globalité encore de chiffres à ce niveau-là, bien que la perte d'autonomie, donc comme je l'avais dit, puisse toucher aussi bien les personnes handicapées jeunes que les personnes âgées qui deviennent dépendantes sous l'effet de pathologies ou simplement du vieillissement. Donc on voit bien que cette pathologie des dents est un problème de santé publique par son ampleur, mais aussi par le vieillissement de la population que l'on projette d'ici à quelques années, et puis que bien évidemment, la santé de l'aidant va aussi impacter la santé de l'aidé. Si l'aidant perd ses moyens d'aide, eh bien, ne peut plus aider pour des raisons d'épuisement, pour des raisons de pathologie nouvelles, eh bien, il va être nécessaire de déployer des aides techniques à domicile par des professionnels, peut-être aussi des aides financières. Donc, vous voyez que la santé de l'aidant, elle rejaillit sur la santé de l'aidé et elle est vraiment aussi un enjeu beaucoup plus large que cette relation duelle entre l'aidant et l'aidé. Donc, c'était pour avoir une petite perspective, je dirais, faire un petit clin d'œil par rapport à ce que j'ai dit en introduction et donc revenir un petit peu sur cette question du statut de l'aidant et de la reconnaissance juridique, sociale, enfin, tout ce qu'on va pouvoir maintenant mettre sous le terme de proche aidant, toute cette construction qui se sera faite sur une base ancienne d'un invisible non nommé. On est maintenant dans un problème de santé publique. Donc, le mot d'aidant et de proche aidant permet de nommer un certain nombre de membres, de citoyens qui s'engagent auprès d'autres citoyens en perte d'autonomie. Et c'est effectivement aussi l'affaire de la société. Alors, si je reprends un petit peu les risques auxquels les aidants sont exposés, j'ai essayé de vous présenter sous forme d'un espèce d'engrenage, donc de quelque chose d'assez dynamique, parce qu'effectivement, on ne peut pas isoler un des éléments par rapport aux autres. Si je parle de la santé physique, on en a parlé, on peut considérer, enfin, on a pu constater que 48% des aidants déclarent une maladie chronique au cours de l'accompagnement. 60% d'entre eux sont exposés à une surmortalité. Et d'ailleurs, un tiers d'entre eux décèdent avant la personne aidée au cours de la relation d'aide. Donc, on voit que cette santé physique a un impact extrêmement important, mais bien évidemment est reliée directement à la santé psychique, puisque la relation d'aide, par la particularité du parcours, on va y venir tout de suite, va créer des situations de stress importants, mais ça on l'imagine aussi très bien par rapport à l'impact qui a été cité, le manque de loisirs, l'impact financier, l'impact sur la vie familiale, l'impact sur la vie professionnelle. Donc ce stress est créé et va influer sur la santé physique et va aussi créer dans certains cas des situations de dépression. Comment est-ce que je vais continuer à accompagner mon proche? Comment est-ce que je vais tenir le coup sur quel temps? Enfin, ça va être un problème qui va
je dirais, aggraver d'une certaine façon la situation de l'aidant, le préoccuper énormément et donc avoir cet impact sur sa santé physique. Et puis bien évidemment l'isolement. Si on parle de manque de loisirs, de difficulté à mener sereinement une vie familiale, une vie sociale, une vie professionnelle, l'aidant va se trouver peu à peu isolé des personnes avec qui il était en réseau social, hein, je dis de façon très large, sans me préoccuper des réseaux sociaux tels qu'ils existent là actuellement, je dirais, mais tout le tissu social qui est autour de l'aidant va se déliter et l'aidant va avoir l'impression d'être complètement phagocyté par la relation d'aide et se trouver complètement isolé, avec en plus des confrontés aussi à des regards extérieurs. Hein. C'est-à-dire que si on fait le lien avec ces micro-trottoirs, ces études qui ont travaillé sur la représentation que le public a des aidants, l'aidant ne va pas se retrouver obligatoirement dans cette image un petit peu de don de soi absolu, je dirais de lourdeur, d'épuisement, etc. Aider son proche, c'est aussi garder du plaisir avec son proche, c'est aussi conserver de l'amour sur cette relation affective. 75% d'entre eux la citent effectivement, et c'est elle qui est quand même au fondement de cette relation d'aide. Donc cet isolement va peser énormément sur la santé psychique et sur la santé physique des aidants, dans la mesure aussi où le temps ne leur permettra plus de prendre en compte leur santé physique. Le temps va manquer pour consulter, faire des analyses, s'occuper de soi au-delà du loisir. Alors si maintenant on décide de se pencher un petit peu sur la relation d'aide et sur ses composantes, je dirais qu'un des premiers éléments qui va retenir notre attention et qui va d'une certaine façon fonder un petit peu le stress et la difficulté pour l'aidant, c'est la temporalité de la relation d'aide. C'est-à-dire qu'à l'origine de la relation entre l'aidant et l'aidé, avant même qu'il se nomme aidant et aidé, hein, on avait donc une personne X et une personne Y qui étaient en relation, qui partageaient un certain nombre de choses, de l'affection, de l'amour filial, c'était son conjoint, etc. Et donc les aides étaient des aides ponctuelles qui trouvaient tout à fait leur place dans cette relation initiale. Je t'aide à repeindre ta salle de bain, je t'aide, je te garde tes enfants, etc., etc. Enfin, tout ce qui constitue les aides qu'on peut les services qu'on peut se rendre les uns aux autres, hein, qui sont donc complètement ancrés dans cette relation affective première de partage, de plaisir, d'activité, etc. Et puis un jour, l'un d'entre eux, soit sous le fait de la maladie, soit sous le fait de l'âge, va rentrer dans une situation de dépendance. Et donc là, l'un et l'autre ne vont plus avoir exactement les mêmes places et les mêmes rôles. On va revenir sur cette définition de place et de rôle. Mais l'un va devoir prendre en charge des tâches et des responsabilités qui vont se multiplier par rapport à l'autre. L'autre est dépendant, il faut l'aider, il faut absolument prendre en compte ce qui va se constituer son quotidien. Et peu à peu, l'apparition de la conscience d'être aidant va arriver sous l'effet justement de ces tâches qui s'accroissent, de ces responsabilités qui s'accroissent et qui mettent aussi l'aidant en tension quelquefois. Hein. Je prends des responsabilités, je choisis pour l'autre. Est-ce que je peux encore respecter sa parole ou pas? Est-ce que je peux respecter encore ses choix de vie? Et donc là, on commence à être effectivement dans la conscience que la relation initiale s'est modifiée et que l'on est maintenant aidant et qu'il y a une personne aidée parce que dépendante à cause d'un accident, à cause d'une pathologie, à cause du vieillissement. Et il va y avoir donc cette question de l'incertitude sur la poursuite de l'aide apportée. Vais-je pouvoir continuer? Si ce poids s'accroît encore, est-ce que je vais continuer à pouvoir apporter cette aide? Est-ce que mon état de santé va me permettre de continuer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit peu ce qu'on va rencontrer quelquefois chez les parents d'enfants en situation de handicap, ou jeunes adultes en situation de handicap, sur qu'est-ce qui va se passer après,
quand moi j'aurai disparu, pour eux, comment l'aide va pouvoir se mettre en place? Comment est-ce qu'elle va continuer? Cette question-là se pose aussi pour l'accompagnement des personnes âgées, par exemple, dépendantes d'une pathologie particulière liée à l'âge. Il y a l'incertitude sur quelle aide je vais pouvoir continuer à apporter. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à domicile? Est-ce qu'il va falloir envisager l'entrée dans un établissement spécialisé? Donc, il y a toute cette question d'incertitude qui va peser effectivement sur les dents. Je voudrais donc maintenant intervenir un petit peu plus, enfin, essayer de définir un petit peu plus précisément les aides, enfin, ce qui constitue la relation d'aide, les points particuliers qui vont nous amener à comprendre quelle aide apporter aux aidants, qui peut l'apporter et quand l'apporter. Alors, la relation d'aide, on l'a déjà un petit peu définie, c'est effectivement une relation qui s'est créée bien antérieurement à cette aide. On était d'abord avec des personnes qui étaient liées par du partage, par des plaisirs partagés, des relations, voilà. Et chacun, dans cette relation antérieure, avait une place, avait des rôles. Les places, eh bien, par exemple, si j'aide mes parents, ils sont mes parents depuis longtemps, et psychiquement, ils ont la place de parents pour moi. Donc, si je dois les aider, je vais devoir endosser des rôles qui vont d'un seul coup modifier un petit peu la place qu'ils ont dans mon esprit. Il va falloir que je prenne des responsabilités. Il va falloir que je fasse des choix pour eux. Peut-être que je vais envisager une mise sous tutelle, par exemple. Je vais peut-être devoir rentrer fortement dans leur intimité, alors que mes parents, normalement, ne le permettaient pas dans mon enfance. Donc, vous voyez bien qu'à un moment de la relation d'aide, ces rôles et ces places peuvent se mettre en tension et ça peut être extrêmement troublant pour l'aidant de se retrouver d'un seul coup à endosser des rôles qui étaient avant ceux qui correspondaient à la place de la personne aidée quand elle n'était pas encore trop dépendante, quand elle était encore en pleine possession de ses capacités pour gérer son quotidien. Donc ça, c'est une question qui va tarauder les aidants et qui va effectivement les mettre dans des situations d'inconfort psychique extrêmement importantes. Ça va être le cas pour la personne âgée, par exemple, la question des parents et de l'aidant enfant, mais on va aussi avoir la question des parents aidants d'un enfant ou d'un jeune adulte qui vont devoir faire perdurer une espèce de situation, une place d'enfant, alors qu'ils ont en face d'eux un adulte en développement qui devrait prendre son autonomie. Quelle autonomie lui donner? Quelle autonomie va-t-il pouvoir gagner dans la société? Quand est-ce que je vais pouvoir faire évoluer cette place de parent? Comment est-ce que l'avenir va se jouer? Donc, vous voyez que ces questions des places et de rôles se situent, enfin, sont en tension, quelle que soit la relation d'aide, quelles que soient les particularités de la relation d'aide, et je dirais l'âge et les questions générationnelles autour de l'aidant et de l'aider. Ce qui va être aussi ce qui va avoir aussi beaucoup d'importance dans cette relation aidant-aidé, ça va être donc cette évolution de la relation initiale. Auparavant, on est dans une relation de partage, par exemple, si on est dans une situation de conjoint, par exemple, un conjoint dépendant, aidé par son conjoint, mais quelquefois aussi dans une relation d'autorité, je dirais, comme le parent avec l'enfant. Donc, on va avoir une évolution de cette relation qui va se modifier. Et du fait d'une modification des rôles et des places, enfin, les places vont rester identiques, mais les rôles vont se modifier pour l'aidant et vont grignoter peu à peu les places initiales. Donc, il va y avoir une évolution. Et cette évolution va mettre l'aidant en perte de repère. Mais l'aider aussi, je dirais, d'une certaine façon. C'est vrai que là, dans ce webinaire, on aborde la question de l'aidant et le projecteur est donné directement sur l'aidant. Mais bien évidemment, ce que je dis pour l'aidant est vrai aussi pour l'aider. Il est compliqué de voir quand on est une personne de 75, 80, 90 ans, par exemple, de voir son enfant intervenir dans son quotidien et gérer les choses à notre place. Ça va être aussi troublant pour l'aider que pour l'aidant.
Donc, cette évolution, l'aidant et l'aidé peuvent se trouver en perte de repère à l'intérieur, sans pouvoir prendre de distance, un petit peu, je dirais, enfin, pas manipulé, mais en tout cas, ils sont le jouet de cette modification et quelquefois sans en avoir conscience. C'est pour ça que j'ai pu parler aussi dans l'introduction de ce qu'on pouvait savoir de la relation d'aide, quelquefois qui existe, je dirais, presque à l'insu des aidants. Donc, nous allons voir aussi un petit peu plus tard que effectivement cette relation et cette distance dans la relation d'aide et dans l'évolution de la relation initiale va être aussi un point d'accroche pour aider les aidants à se repérer. Et bien évidemment, l'évolution de la relation initiale pose la question de la bientraitance. Faire exister encore du plaisir, faire exister des moments de partage, faire exister, continuer à faire exister ce qui fondait la relation affective préexistante. Bientraitance vis-à-vis de l'aidé, mais je dirais bientraitance aussi vis-à-vis de l'aidant. Il peut être extrêmement difficile aussi pour un aidé d'accepter certaines situations et quelquefois, certains refus quand la négociation autour de la relation d'aide est compliquée, quand la perte de repère est là, l'aidé aussi peut être maltraitant vis-à-vis de l'aidant en manifestant ainsi sa difficulté par rapport à sa perte d'autonomie, par rapport au changement de place qu'il commence à percevoir dans la relation d'aide et donc qui va le bousculer jusqu'à ce que la relation bouscule les deux en même temps. Je crois que la relation d'aide, c'est vraiment, je dirais, à envisager, même si on l'aborde sous la ronge de l'aidant directement, c'est vraiment à envisager sous l'aspect d'une dualité, un duo qui va traverser une espèce de tempête qu'est la perte de l'autonomie de l'un des deux, et donc qui va bousculer profondément ce qui existait entre l'aidant et l'aidé. Et ce qui nous amène tout à fait à envisager la question de la négociation autour de la relation d'aide. Jusqu'où est-ce que j'aide? Qui aide? Qu'est-ce que l'aidant peut accepter? Qu'est-ce qui est difficile pour lui? Qu'est-ce que l'aidé peut accepter? Qu'est-ce qui est difficile pour lui? On va avoir, vous voyez, des questionnements qui vont être tout à fait en regard. Ça nous amène sur la question des limites de l'aidant, de ce qu'il peut apporter. Mais bien évidemment, l'aidant ne va pas avoir conscience des limites directement. Ça va être empreint du regard social. Ah, il aide ou ah, elle n'aide pas sa mère, pourtant elle est la fille aînée, etc., etc. Donc, toutes les questions d'assignation, toutes les questions de représentation, toutes les questions de valeur, toutes les questions de sens du devoir, hein, on a vu dans la motivation des aidants, ça compte aussi, ce regard social qui est posé sur l'aide et la relation d'aide qui s'accomplissent. Donc cette négociation, elle va je dirais, se nouer, mais ça va être une sorte de négociation sur je t'aide, mais que peux-tu accepter de mon aide? Ou bien j'ai besoin d'aide, que peux-tu accepter de m'apporter? Donc on est vraiment dans les deux sens autour de cette relation, mais c'est une négociation qui, bien évidemment, va prendre surtout ce qui va être, je dirais, tue d'une certaine façon. Elle va s'exprimer de façon détournée et quelquefois un petit peu à l'insu de l'aidant et de l'aidé. Et c'est ce qui va aussi nous guider sur les aides qu'on peut apporter au niveau des aidants. Alors, les aides possibles, voilà, j'en ai répertorié quelques-unes. Et les aides financières, par exemple, hein, au titre de l'APA ou au titre de la PCH, l'existence de structures de répit, l'existence de professionnels qui interviennent à domicile, soit pour l'entretien du quotidien, soit pour des soins, soit pour des toilettes. Alors, bien évidemment, il y a des interventions qui sont incontournables parce que liées à la santé directe de l'aidé, mais il y a des professionnels qui peuvent intervenir aussi sur l'entretien du linge, sur passer du temps aussi avec la personne en perte d'autonomie. Il va y avoir la question aussi des bénévoles qui peuvent intervenir,
qui vont permettre d'accroître un petit peu, je dirais, le périmètre social de la personne aidée, par exemple, et puis de constituer aussi quelques moments de répit pour l'aidant. Il va y avoir toute la question de ce qui se négocie autour du professionnel, en particulier les aménagements du temps de travail, vous avez aussi les dons de RTT, etc. Je ne vais pas trop développer tous ces aspects-là. Le réseau familial et amical. Et donc, ce qui va quand même traverser ces différents aspects de l'aide, ça va être aussi la façon dont l'aidant va pouvoir s'en saisir. C'est-à-dire que ce parcours d'aidant, apporter ce qui va manquer, je dirais, à la personne en perte d'autonomie, en situation de dépendance, ça va être aussi le facteur de ce que l'aidant va pouvoir accepter de laisser rentrer. Par exemple, laisser rentrer des professionnels au domicile ou des bénévoles, ce n'est pas aussi simple que ça. On entre dans l'intimité de la personne. Si je sais que la personne que j'aide, qui est par exemple mon conjoint, ne souhaitait pas, n'aimait pas tellement qu'on pénètre dans son périmètre intime, par exemple, est-ce que je peux m'autoriser à faire intervenir des professionnels? Comment est-ce que je vais m'en sortir, moi, avec la représentation de ce que l'aidé voulait, de ce que je peux faire encore exister de son désir, de ma propre culpabilité, du regard qu'on pose sur moi, et donc comment je vais pouvoir, avec les professionnels, avec les structures, avec mon univers professionnel, avec les bénévoles, avec le réseau familial, à qui est-ce que je vais pouvoir laisser de la place, comment est-ce que je vais négocier avec moi-même les limites et ce que je vais pouvoir accepter. Et c'est pour ça que je vais surtout essayer de développer la question des aides personnelles pour l'aidant. Parce que c'est effectivement quand l'aidant peut prendre un peu de distance par rapport à cette relation, quand il va pouvoir se situer avec un petit peu de sérénité, un petit peu de distance, quand il va sortir de ce maelstrom que représente à un moment la relation d'aide, donc quand il va pouvoir, lui, construire des choses en se reconnaissant en tant qu'aidant, qu'il va pouvoir effectivement aller plus sereinement vers les différentes aides possibles. Je pense en particulier, l'image qui me vient là tout de suite quand j'aborde ce sujet, c'est au cours d'une formation d'aidants, justement, où j'ai invité les personnes qui participaient à cette formation à choisir une photo pour résumer d'une certaine façon, avec d'autres mots, autrement, la situation qu'ils vivaient, la situation d'aide qu'ils vivaient. Plus de la moitié du groupe a choisi des images qui représentaient la mer, avec des vagues, mais aussi avec des rochers sur lesquels s'appuyer. Et je crois que c'était vraiment une image qui était très, très juste. Ça traduit en tout cas ce que peuvent vivre les aidants, c'est-à-dire des moments où ils sont très fortement bousculés, ainsi que l'aidé, hein, ne l'oublions pas, mais aussi des moments où on va pouvoir reprendre pied, reprendre souffle et peut-être réimpulser les aides que l'on pourra trouver. Mais cette question-là, c'est à partir du moment où on a trouvé un rocher sur lequel s'appuyer et qu'on n'est pas en train de s'épuiser à lutter contre le courant ou bien que les vagues nous passent par-dessus la tête. Donc, accepter les aides, ça va être négocier les contours de l'aide. Jusqu'où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Qu'est-ce qui est possible pour l'aider? C'est intégrer les interventions extérieures dans un projet, dans sa culture aussi, sa culture familiale ou sa culture d'origine, dans un contexte social, dans des valeurs philosophiques, dans des valeurs religieuses et dans des valeurs familiales. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça? Mes parents s'attendent à ce que je les aide parce que je suis leur fille, mais moi, je n'ai peut-être pas envie de prendre cette place-là. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux négocier ces choses-là? Ce que je vais pouvoir leur aider, ce que je vais pouvoir leur apporter comme aide, et ce qui va s'intégrer quand même dans mon contexte philosophique, de valeurs morales, religieuses, familiales. Donc, ça va être vraiment une question à aborder, et bien évidemment avec la question de est-ce que la personne aidée est en capacité d'exprimer ses choix, est-ce qu'on est en capacité aussi de les maintenir, ces choix-là,
on sait, ils ont pu être exprimés il y a quelques années. Et puis, est-ce qu'on peut continuer à les faire vivre? Est-ce que la personne est en danger? Est-ce que je vais trahir ses choix de vie? Comment est-ce que je vais me situer par rapport à tout ça? Donc, accepter les aides, c'est vraiment prendre en compte tous ces paramètres. Et c'est pour ça que je pense que l'aide première à apporter aux aidants, et je vais donc arriver sur l'aide, je dirais, la plus centrale pour moi, ce sont les aides permanentes. Excuse-moi, je me permets de te couper parce qu'on a le témoignage d'une personne qui nous écoute et qui vient donc illustrer finalement ce que tu viens de dire. Je me retrouve dans les impressions et vécus des uns et des autres, surtout que les aidants sont tout à fait abandonnés à eux-mêmes face à des environnements sociaux et humains sans pitié. Voilà. Donc, ça rejoint les difficultés que tu viens d'évoquer. Et par ailleurs, on avait une autre question sur la slide d'avant. Les bénévoles sont-ils à minima formés pour intervenir? Alors, quand les grandes associations mettent à disposition des bénévoles, effectivement, il y a une formation. Je pense à des associations comme l'Association française des paralysés de France, par exemple, mais d'autres grandes associations, France Alzheimer, etc. Effectivement, les bénévoles reçoivent une formation. D'accord. Et je profite, à minima, je profite d'avoir encore un peu la parole pour qu'est-ce que la PCH nous demande? Alors, une personne? La prestation de compensation du handicap. Voilà. Excusez-moi, j'utilise, on est pris par ses habitudes et par son langage. Et effectivement, c'est bien d'intervenir à ce niveau-là. PCH, prestation de compensation du handicap. Je ne veux pas développer plus, je pense pour les personnes qui sont un petit peu familiers, c'est ce qui va permettre effectivement de mettre en place un certain nombre d'aides. Des aides techniques, des aides humaines, et des aides financières au titre de la PCH, quelquefois aussi aménagement du logement. Et on a à peu près des aides parallèles, je dirais, et qui sont, alors on ne va pas repartir sur l'histoire aussi du droit, mais pour la personne âgée, on va dire, les seniors, on va être sur les personnalisés à l'autonomie, voilà, qui est un petit peu le pendant, le parallèle. Ouais. Voilà. Je découvre une autre question aussi et une intervention. Donc, pour rappel, les aidants ne sont pas uniquement ceux qui s'occupent de leurs parents vieillissants, mais ça, tu l'as dit, il y a également les parents aidant leurs enfants situation de handicap. Et donc, l'autre question, c'est les aidants sont souvent obligés de courir partout pour trouver l'aide indispensable pour régler un problème juridique, problème de droit, de santé, d'organisation. L'État a-t-il une obligation d'aide aux aidants? Y a-t-il d'autres lieux ressources que la MDPH? Plusieurs questions dans la question. Et les municipalités ne peuvent-elles pas éditer des listes lieux ressources d'avocats spécialisés dans le droit des personnes handicapées? Alors ça, je ne pourrais pas répondre pour les municipalités. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, puisque, par exemple, dans la mairie du 19e arrondissement, je sais qu'il existe des guides qui sont extrêmement riches, bien fournis, bien documentés, tant sur le handicap que sur l'aide aux personnes âgées. Il faut aussi penser à se rapprocher des grandes associations autour de pathologies particulières, comme France Alzheimer, par exemple, Mélina Pays, enfin voilà, on a plein de... C'est pour ça que je vous ai dit, je ne vais pas trop développer cet élément-là, parce que sinon, on va lister des tas de choses. Alors, ça, c'est une question qu'on avait oublié de poser à M. Nassau, mais éventuellement, on peut aussi fournir une liste, enfin des sites en tout cas qui permettent et que ce soit retransmis aux personnes qui se sont inscrites, bien évidemment. Vous avez aussi l'Association française des aidants, aussi, qui est une mine, le collectif Je t'aide. Enfin, bon, on pourra éventuellement donc donner des pistes. Moi, j'essayais là surtout, alors il existe plein de choses, justement, alors c'est paradoxal et c'est en même temps, c'est une jungle. Alors déjà parce qu'on a deux types de législation, la législation handicap et la législation sur les personnes âgées, on va dire comme ça. Et donc ça, c'est déjà une difficulté. Et puis, il y a aussi le moment où les dispositifs peuvent être appréhendés par les personnes aidantes.
Effectivement, il y a quelquefois des besoins auxquels il faut répondre dans l'urgence. Et on est aussi quelquefois noyé par sa propre situation. Donc, c'est quelquefois difficile d'accéder à l'aide pour toutes ces raisons-là. Et c'est pour ça que je voulais axer un petit peu aussi la fin de mon propos donc sur les aides personnelles, parce que c'est effectivement le moment aussi où on peut faire un retour sur son statut d'aidant, sur voir où on en est, et peut-être cibler justement exactement ce dont on a besoin. Parce que comme on dit d'une façon un petit peu triviale, hein, c'est que quelquefois, trop d'aide tue l'aide, c'est-à-dire trop d'informations tue l'information. Et ce qui va être important aussi, ça va être de pouvoir se retrouver dans cette jungle à partir de sa situation et de ses propres besoins. Et quelquefois, l'aidant, il a été projeté dans la situation. Et quand les besoins surgissent, il est quelquefois très malmené par ces différents besoins. Donc, bien évidemment, dans les aides personnelles, pour essayer de s'accrocher à un rocher, de pouvoir se situer, faire le point là où on en est, voir quelles aides on peut accepter, ne pas accepter, pourquoi est-ce que ça se passe mal? J'ai déjà mis en place une aide à domicile et puis ça se passe très mal. La dernière fois, je lui ai demandé de faire ceci, de faire cela, et puis elle ne l'a pas fait, et puis ça change tout le temps, et puis ceci et puis cela. C'est aussi le moment de sortir de ces moments où on est bousculé par l'urgence et par la mise en place des choses pour pouvoir prendre un peu de recul et essayer de voir vers quoi se diriger. Donc, bien évidemment, il y a le soutien psychologique qui est une aide personnelle hein, auquel les aidants peuvent recourir. Hein. Il y a des situations aussi bien pour les personnes, je dirais, les personnes accompagnant des personnes âgées que pour les parents d'enfants en situation de handicap, des situations extrêmement lourdes à porter sur le plan psychologique. Je pense en particulier, je pense par exemple à la relation parentale. On a un enfant, on a un petit enfant, on est dans une relation très enveloppante, pleine d'affection, avec tout un pan de nursing nécessaire au développement de l'enfant, à sa prise en charge. Et puis peu à peu, cet enfant grandit et il va falloir faire évoluer les choses. Et pourtant, psychologiquement, on est toujours le parent de cet enfant-là et on a envie de le protéger. Et on a envie qu'il prenne son envol dans la société. Et en même temps, on est très angoissé par la situation de handicap, par ce qu'il traverse, par l'acceptation de la société vis-à-vis du handicap, hein, l'avenir professionnel, l'avenir affectif. Hein, ça a déjà été abordé au cours du mois du handicap. Et je pense à certains parents, je pense à un témoignage d'un papa qui disait s'être occupé de sa fille polyhandicapée pendant plusieurs années sans aucune difficulté, lui donnant le bain, etc. etc. Et puis, cette jeune fille est devenue une femme, elle a eu ses règles. Et pour ce papa, c'est devenu extrêmement compliqué de continuer à l'accompagner dans des gestes quotidiens de toilette. Parce que d'un seul coup, qui avait-il en face de lui? Est-ce que c'était une petite fille encore, sa petite fille, sa fille, son bébé pour toujours, hein, puisque quand on est parent, je crois qu'on a toujours cette espèce de petit enfant qui reste au sein de nous, hein, que l'on porte aussi. Mais en même temps, c'était une jeune femme qui allait s'insérer comment dans la société, comment dans une vie sociale, etc. Et ça peut être un trouble extrêmement perturbant pour des parents aussi de se retrouver dans cette situation. Et pourtant, il y a un moment où il faut lâcher la main de cet enfant. Si on prend un petit peu l'exemple de la trisomie, par exemple, de la trisomie 21, l'espérance de vie d'un enfant trisomique était d'une dizaine d'années au début du XXe siècle, il est maintenant de plus de 60 ans. Parce que aussi, les parents ont su lâcher la main des enfants trisomiques. Ils ont su les laisser, alors bien sûr, il y a eu aussi des avancées de la médecine, etc., bien sûr, de la prise en charge, je dirais, globale des enfants porteurs de trisomie, mais aussi parce qu'on a permis à ces enfants de gagner en autonomie, d'avoir une vie professionnelle, quelquefois dans un milieu protégé, d'avoir des amis, de commencer à nouer des relations affectives. Hein. Donc, je ne reviens pas là-dessus, ça a été développé dans le cadre du mois du handicap. Et on voit que l'espérance de vie des personnes en situation de porteurs de trisomie, c'est nettement allongé. C'est un facteur de bonne santé aussi, de trouver des pans d'autonomie dans sa vie
et des capacités à s'insérer dans la société. Donc, cet aspect psychologique, il est quelquefois extrêmement lourd à porter, tant pour les parents qui aident des jeunes en situation de handicap que pour des conjoints aussi. Quand on perd son conjoint, d'une certaine façon, on le perd dans une pathologie, on ne le reconnaît plus. Une relation d'égalité devient d'un seul coup une espèce de relation de parentalité. C'est extrêmement perturbant aussi. Donc le soutien psychologique peut, enfin je ne veux pas le développer plus, je pense que tout le monde l'a compris, le soutien psychologique peut être une aide aussi pour se repérer. Ensuite, il y a un autre dispositif que je pense extrêmement important pour les aidants, ce sont les cafés des aidants. Les cafés des aidants qui sont organisés par l'Association française des aidants, mais aussi par des grandes associations que j'ai pu citer, comme par exemple France Alzheimer, etc., qui permet aux aidants de se rencontrer et de faire, je dirais, l'expérience de la singularité de leur situation. Chaque situation d'aide est une situation extrêmement singulière, particulière, bousculante, mais en même temps pleine de bonheur aussi. Hein. Ils le disent tous, et c'est cette relation affective citée à 75%. Donc, c'est faire l'expérience d'une relation d'aide très particulière, mais en même temps, ce sont des relations ce sont des situations qui rencontrent les mêmes écueils, les mêmes difficultés à un moment ou à un autre. Donc, cet échange entre aidants peut être extrêmement bénéfique aussi, permettre de sortir d'un isolement, permettre de partager de la joie, de partager de la tristesse, en tout cas entre pairs, et accompagnés dans une réflexion sur un thème. Donc, le café des aidants peut être aussi une approche extrêmement importante et très aidante pour les aidants. Et puis, il va y avoir tout ce qui est de l'ordre des formations. Alors, le mot formation, je ne l'aime pas trop parce que l'association d'aptitude en organise chaque année. Et je trouve que le mot formation, on s'attend à quelque chose d'un petit peu descendant, hein, comme ce que je fais aujourd'hui. Là. Je suis en train de vous parler, vous donner un regard sur les aidants. Mais en fait, les formations, je dirais, sont plutôt à prendre au sens d'atelier, puisqu'on va apporter bien évidemment des éléments théoriques et on va aussi apporter des outils pour que chaque aidant puisse, à son rythme, se saisir de la particularité de la relation d'aide qu'il vit. Donc, c'est un petit peu ce genre de formation qu'on organise nous. Les associations comme l'APF, organisent d'autres types, France Alzheimer, je pense aussi, des formations très proches et qui donnent aussi des éléments sur la pathologie de la personne. C'est vrai qu'avec certaines pathologies, comme par exemple Alzheimer, on est quand même très fortement déstabilisé par les particularités de ce que la pathologie crée chez la personne accompagnée. Donc, il est quelquefois nécessaire aussi d'avoir des informations sur la pathologie. Mais je dirais que le cœur de la formation permet d'éclairer de façon théorique un certain nombre d'aspects de la vie de l'aidant et il lui permettra, en tout cas par les outils qui lui sont donnés, de se situer par rapport à ce qu'il apporte, ce qu'il reçoit de l'aider, bien évidemment, ce qui est acceptable et ce qui est difficile encore pour lui, et vers quel type d'aide, alors là, plus technique, je dirais, il peut trouver, à savoir des aides financières, des interventions humaines à domicile, comme j'ai pu en citer. Ce qui nous amène quand même à nous poser la question, excusez-moi, je vous dis de vous faire un petit signe, se poser la question de proposer de l'aide aux aidants à partir de quel moment et comment. Alors bien sûr, ce qui va nous alerter en premier, c'est avec les signes liés à la santé. C'est le risque, je dirais, numéro 1 de l'aidant. C'est celui qui va peut-être constituer une accroche, hein, qui va permettre de travailler les choses avec l'aidant en disant attention, là, il y a peut-être des choses à réorienter, à reposer, à réenvisager pour que la relation d'aide puisse se poursuivre. Si l'aidant est trop épuisé par cette relation, il ne pourra plus apporter d'aide. Donc ça va être effectivement un élément qui va être moteur, je dirais, dans la proposition d'aide à l'aidant. Lui faire remarquer que là, il a un projet, mais qu'il risque bien de ne pas pouvoir le mener à bien s'il ne prend pas un peu soin de lui.
la question de savoir aussi, c'est qui propose quoi. Et ça, c'est aussi une vraie question. C'est-à-dire que l'aidant, il est quand même engagé dans un parcours avec une temporalité qui crée du stress par rapport à l'incertitude sur la quantité d'aide à apporter et dans quel temps ça va s'organiser. Est-ce que ça va être désorganisé par une évolution de la pathologie ou pas? Donc, il y a vraiment aussi une réflexion à poser sur qui propose quoi. Qui va être la meilleure personne pour parler de ces signes d'alerte à l'aidant et lui signifier qu'il faut absolument, je dirais, se poser la question de je fais un temps d'arrêt dans ma relation d'aide, j'essaye de me repérer dedans pour savoir où j'en suis, où je peux me préserver, pour que effectivement la notion de parcours singulier de l'aidant soit mise en lumière et qu'on l'aide dans ce parcours, qu'on l'aide à continuer dans ce sens. Et c'est là-dessus que j'en terminerai. Donc, la vraie question pour aider les aidants, je dirais que c'est vraiment, au-delà des aides techniques qu'on peut apporter, c'est toute la réflexion sur le pourquoi, comment, et surtout comment favoriser le parcours qu'aidants et aidés partagent et qu'ils vont partager le plus longtemps possible, avec le plus de sérénité possible et le plus de bonheur. Garder cet aspect du partage préexistant à la relation d'aide, la relation qui existait auparavant, qui est bousculée maintenant par la pathologie, mais qu'il va quand même falloir préserver. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura apporté des éléments sur la façon dont d'aptitude, mais on n'est pas les seuls quand même à penser ces éléments théoriques autour des aidants. Et que vous allez avoir un portrait un petit peu précis de ce qui peut être fait dans cette direction. Merci Sylvie, c'était intéressant. Donc un parcours singulier, on l'a bien compris, hein, le parcours des aidants et un parcours semé d'embûches aussi, qui évolue sans cesse. Alors, on a d'autres questions qui ont été posées par des personnes qui nous écoutent. Si on peut les remettre. Sinon, il y a des questions qui ont été posées. Mais... Voilà, je propose qu'on la lise ensemble. J'accompagne un proche parent en situation de handicap qui se trouve sous une tutelle sans son consentement du tout, qui est placé dans des hébergements fermés du genre EHPAD de façon imposée. À la fin, la personne se rend compte que la curatelle renforcée à son égard le met en position de mise à mort, entre guillemets. Tout d'un coup, il n'est pas écouté, est obligé de rentrer dans un monde de fin de vie obligé. Comment l'aider, pareil aider? Oui, donc ce sont ces situations extrêmement complexes. Hein. On est en tension. Alors, on connaît, là, une situation nous est présentée de façon très synthétique. Hein, donc, c'est très, très difficile d'approfondir cette situation. On peut essayer de faire le lien avec ce qui a été dit. Hein. C'est effectivement le respect du projet de l'aider et quelquefois la mise en tension avec l'angoisse de l'entourage sur les capacités qu'a la personne de pouvoir vivre en sécurité à son domicile, par exemple. Hein. Je pense à quand même, c'est des situations qui se posent effectivement dans des situations de handicap, dans des situations de personnes âgées qui deviennent dépendantes, qui perdent leur repère. Et on peut développer, on peut tous dire ça. Je voudrais mourir chez moi, comme disait mon arrière-grand-mère, tout en vie. Hein, c'est-à-dire, voilà, d'un seul coup. Bon, voilà, on a tous ce souhait-là, on a tous envie de rester dans un univers rassurant, qu'on se construit avec des souvenirs, etc. Et puis, quelquefois, la pathologie fait que notre entourage va être d'abord très démuni pour nous accompagner, et deuxièmement, va être aussi mis en tension par rapport à la sécurité de la personne. Donc, on va être amené à faire des choix, et des choix qui, si on n'arrive pas
à les poser. Et alors c'est intéressant parce que ce qu'on dit aussi souvent dans le langage courant, c'est on a placé telle personne. Mais placé, alors souvent c'est dit avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de douleur. On doit se résoudre à placer. En même temps, si on envisage les choses autrement, c'est-à-dire que si on joue sur le mot place, placer, c'est aussi donner une place à quelqu'un. C'est peut-être lui donner une autre place. Mais là, ça illustre tout à fait, donc cette question, j'extrapole un petit peu autour, hein, puisqu'on ne peut pas la développer plus avant, c'est effectivement toute cette question de qu'est-ce que je peux encore négocier, qu'est-ce qui est possible de faire, quelle est la culpabilité que j'ai par rapport au choix de la personne. Est-ce que la personne est dans la capacité de choisir aussi pour elle? Est-ce que je suis dans une mise en danger? Et ça, il y a un moment où effectivement l'aidant, il va devoir trouver des ressources en lui-même pour savoir si ça a été la bonne réponse ou pas la bonne réponse. Et se heurter peut-être à ses limites aussi. Et se heurter à ses limites, voilà. Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. On ne peut pas, quand une personne est beaucoup trop fragile, même si elle a répété toute sa vie qu'elle préférait de finir sa vie dans ses meubles, même d'un accident, parce que, etc., etc., la question quand même de non-assistance à personne en danger se pose. Ouais. Donc, il va bien falloir à un moment pouvoir négocier aussi avec soi-même l'espèce de, entre guillemets, hein, j'insiste sur les guillemets, l'espèce de trahison qu'on ressent et la culpabilité autour d'un placement, par exemple. Mais placement, c'est quelquefois donc donner une place sécurisée aussi à la personne en perte d'autonomie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à partir de là? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme limite, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme perspective pour faire exister encore des moments de partage, des moments de plaisir, des moments d'autonomie, des moments de choix supportables pour l'aider. Voilà, c'est un petit peu, ça reprend un petit peu ma conclusion. Je ramène un peu ce témoignage à ce que je voulais développer. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, à ouvrir vos micros et à en faire part à nos intervenantes. Soit en utilisant le chat, soit en ouvrant vos micros tout simplement et en posant vos questions, vos remarques. Alors. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Ben, en fait, j'étais en train de vous écrire, mais aussi, j'étais en train d'écrire quelque chose. Il y a certaines questions que vous avez lues. Je vous en remercie. Ben, en fait, moi, j'ai un cousin. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas des choses que j'ai appris d'autres personnes. Hein. C'est des choses que je vis. C'est des choses que je connais par le fait d'accompagner mon cousin qui est dans un EHPAD à Colombes. Et même aujourd'hui, j'étais avec lui et il vient d'avoir même une réponse d'un tribunal. Je ne vais pas vous rentrer dans d'autres détails, mais au fait, j'étais en train d'écrire là une autre question, une troisième question ou une quatrième question, mais j'étais en train de me dire, de vous dire que l'expérience que j'ai souvent à l'EHPAD où se trouve mon cousin, ils ne reconnaissent pas les apports des familles, des membres de famille, des cousins, et même des fois, ils reçoivent des gens qu'on les amène, qui les amène? C'est des curatelles, et les curatelles sont en collaboration avec les juges de tutelle, et le juge de tutelle est en collaboration avec le procureur de la République, c'est comme ça qu'ils nous disent. Et après, quand ils sont dans les EHPAD reçoivent l'instruction de ne rien considérer de ce que va dire ou dans les sollicitations ou les questions que va poser la personne qu'on les amène. Et moi, je peux vous donner j'ai beaucoup de preuves. Je voudrais même écrire un article là-dessus. Alors, ce qui fait que ça pose un problème. Moi, la personne que j'accompagne, pour que mes activités, mes services soient reconnus, il était obligé, avec moi, on était obligé de se faire inscrire dans ces URSAF. Mais juste pour qu'on soit reconnu, pour que les services soient reconnus. Ce n'est pas pour l'argent.
Ce n'est pas pour l'argent parce qu'on ne me payait pas. Et j'ai aidé cette personne depuis 2017. Vous voyez? Et j'ai continué à l'aider, même pendant le Covid, j'ai continué toujours à l'aider. Et c'est une personne qui a des enfants français, c'est une personne qui était ingénieure, qui connaît beaucoup de choses, mais qui pouvait même travailler s'il a une reconnaissance comme travailleur handicapé. Mais tout ça lui est bloqué devant le visage parce que quand il parle, on ne l'écoute même pas. Alors, moi, je pense que, bon, c'est pas surtout ça que je voulais dire. Je voudrais vraiment directement vous dire que c'est pas facile pour un aidant de subir des agressions. Genre, ne pas être reconnu par l'EHPAD alors qu'on est devant la porte. Des fois, on me ferme, on n'accepte pas que j'entre, même avant la Covid. Ils n'acceptent pas et puis ils utilisent des mots un peu humiliants, à part qu'ils humilient aussi mon cousin devant moi. Alors, moi, je voudrais vous dire que ce n'est pas facile. Et des fois, on ne sait pas ce qu'en tant qu'aidant, parce que moi, je suis considéré comme un aidant salarié parce que mon frère, il a un numéro d'immatriculation de saisie URSSAF. Je ne sais pas, j'ai été long, je vous demande pardon, je vous demande de m'excuser, mais je ne sais pas, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Comment, jusqu'à présent, je ne suis pas aux agressions, mais même verbal, je ne suis pas, mais je trouve que ce n'est pas facile quand vous allez voir votre cousin et qu'il est dans un EHPAD qui a reçu l'ordre de le traiter comme, je ne sais, comme un animal ou comme une personne qui doit être directement fait de vie, alors que mon cousin, il raisonne encore, il peut être utile pour la France. C'est un ingénieur en électricité. Et il peut même payer les dettes s'il s'agit des dettes. Moi, j'en ai les preuves qu'il peut les payer. Il peut très facilement être accompagné. Il connaît beaucoup de choses encore dans l'électricité. Alors, je ne sais pas. Moi, je pense que des gens qui sont dans ma situation, ils devraient être accompagnés, mais de façon pas vraiment à distance comme on est en train de le faire, mais avoir des gens qui m'accompagnent. Peut-être qu'on peut rêver de voir un jour une montagne accoucher d'une souris. Merci pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Je suis désolé d'avoir été long. Je t'en prie. Sylvie, du coup, est-ce que ça pose aussi la problématique finalement de la place de l'aidant lorsqu'il y a un placement et comment on se situe avec ces professionnels? Mais je crois que tu en as déjà bien parlé, tu en as beaucoup parlé. Je suis désolé, parce que je suis venu en courant, je viens de Colombes, là où j'étais avec mon cousin, là tout de suite, je suis vraiment désolé. Et je vous ai pris c'est vrai que Madame Olivier, il avait déjà commencé. Je suis désolé, madame. Je vous en prie, monsieur. Mais c'est très difficile, vous comprenez, de répondre sur des situations extrêmement particulières et extrêmement... on ne connaît pas assez de la situation. Ce qu'on peut vous dire quand même, c'est que dans les EHPAD, il y a quand même des conseils de la vie sociale. Donc ça, c'est effectivement une instance, par exemple, vers laquelle se tourner. Mais ça me permet aussi, à travers ce que disait Fabienne et ce que vous dites aussi, ça permet de rebondir sur le terme de proche aidant. Alors effectivement, on peut être quelquefois à un degré de parenté plus éloigné, disons, que parents, enfants, etc., enfin, ce qu'on a pu développer, et donc être reconnu comme aidant. Donc ça, je pense qu'il faudrait que vous voyiez en direction peut-être du service de curatelle aussi, peut-être pour poser un certain nombre de questions, pour être reconnu en tant que aidant. Et puis sinon, ça, je vais difficilement pouvoir vous répondre sur une situation d'une personne aidée très personnelle, très particulière, et d'un EHPAD donné, sachant que voilà, je vais rester aujourd'hui sur des termes assez généraux par rapport aux aidants. J'en suis désolée. D'accord. En fait, nous on a déjà écrit une note, on a écrit plusieurs lettres. Je crois qu'on va nous répondre parce qu'on a écrit des lettres. La personne a écrit des lettres. Et certaines lettres sont en train d'être répondues. Et dans ces lettres-là, il a mis en annexe une note où il explique, il fait un récit. Il a écrit un récit sur le rapport qui nous lie, le rapport qui me lie à lui.
Et donc, moi, je pense que cette note va éclaircir, va permettre aux EHPAD et à la curatelle de comprendre que voilà, la personne qui le suit, ce n'est pas une personne qui l'a suivi il y a 2 mois, c'est une personne de la famille. Et je crois que ça va permettre à certaines choses Oui, bien sûr. certaines situations d'être. Que votre projet commun avec votre cousin, ce projet commun d'aide, puisse être Ouais. on vous le souhaite. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Bien, bah, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. Merci à tous, en tout cas, de votre attention et de l'intérêt que vous avez porté. Merci Sylvie, c'était passionnant, comme d'habitude. Voilà, et donc, on recueillera effectivement peut-être une cytologie avec des lieux de ressources pour pouvoir répondre aux questions qui ont été posées. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Oui.